Merci Lise. Donc, comme ma collègue l'a dit, je m'appelle Giovanni Lau. Et avant tout, j'aimerais remercier la team RJC pour m'avoir amené depuis le Nicaragua. C'est la blague que j'ai fait hier, je vois que ça marche encore. Mais je viens de là-bas, j'ai fait mes études en psychologie là-bas. Ensuite, j'ai atterri en France, j'ai fait un master en neuropsy et neurosciences cliniques. Et actuellement, je me trouve dans cette aventure qui est la thèse en troisième année. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de démarrer cette fin de troisième année avec un événement comme celui-ci qui me permet de partager mon travail de recherche. Et donc la présentation sera divisée en trois parties. D'abord, qu'est-ce que c'est la mémoire de travail? Un petit rappel, je sais que la plupart d'entre vous sont assez familiarisés avec ces concepts. Et je vais présenter ensuite les cadres conceptuels et classiques de la métacognition qui nous permettent de réfléchir autour de la notion de surveillance et contrôle métacognitif. Et enfin, les résultats de mes deux dernières expériences. Mais avant tout, j'aimerais vous demander de faire ce petit exercice, s'il vous plaît. Scannez ce QR code, répondez à la question qui est là et essayez d'aller vite. Ok, je crois que c'est tout bon. La plupart d'entre vous, vous avez déjà répondu. Donc, passons à la mémoire de travail. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle de Baddeley, de Cowan, de Oberauer, etc. Mais tous ces modèles convergent dans l'idée que la mémoire de travail, c'est un système de maintien et de traitement de l'information à court terme dans le but de soutenir la cognition. Et c'est pour ça que la mémoire de travail elle est très importante pour pouvoir, sur une discussion, comprendre ce qu'on lit et faire du calcul mental. Et là, en bas, vous avez quelques exemples de papiers qui vont dans ce sens-là. Mais de manière très importante, la mémoire de travail est caractérisée par le fait qu'elle est fragile, sauf que les modèles ne se mettent pas d'accord sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette fragilité, s'il y a un déclin temporaire, s'il y a des interférences ou autre, ou une combinaison des deux. On dit aussi que la mémoire de travail elle est sensible au déclin lié à l'âge et qu'elle est limitée. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette notion de limite de mémoire de travail, parce que il y a deux théories qui s'opposent. D'abord, on a la théorie des emplacements, ou des slots avec un O, pas avec un U, qui propose que la mémoire de travail a des places, enfin, on a des emplacements discrets et limités. Et pour Miller, c'était 7 plus moins 2, et pour Cowan, c'est 4 emplacements. Donc, dans ces emplacements, soit l'information elle rentre, soit elle ne rentre pas. En contraposition, il y a la théorie des variabilités de l'encodage qui propose que quand on va maintenir les informations, on encode tout, mais avec un degré de précision différent, c'est-à-dire avec une distribution de nos ressources attentionnelles et de nos ressources cognitives qui va varier entre les systèmes qu'on est en train d'encoder. Et sur la métacognition, il y a ces modèles conceptuels et classiques qui proposent que la cognition peut être divisée en deux niveaux, le niveau objet et le niveau méta. Dans le niveau objet, on a l'activité cognitive en cours. Dans le niveau méta, et tout ce qui est un modèle ou des représentations ou des connaissances sur cette activité en cours, il y a une communication entre les deux et ça fait émerger des processus de surveillance et de contrôle. Et souvent, dans la littérature métacognitive, ce qui est étudié le plus fréquemment, c'est le monitoring ou la surveillance à l'aide des jugements métacognitifs comme celui que vous venez de faire au tout début de la présentation. Mais les effets de ces jugements métacognitifs n'ont pas été beaucoup étudiés. Et même, il y a certains travaux qui n'ont pas réussi à trouver un effet de monitoring sur la tâche de premier ordre ou sur l'activité cognitive en cours. Et donc ça fait, dans les années 90, à certains
auteurs de dire que la métacognition ou le monitoring, c'était plutôt un épiphénomène, c'est-à-dire un produit de la performance même, c'est-à-dire qu'on s'est auto-évalue, mais cette auto-évaluation ne va pas impacter la performance de premier ordre. Et ensuite, il y a des travaux qui ont démontré que si, qu'il y a des effets des jugements métacognitifs, mais ça varie en fonction du type de jugement, puisqu'il y a des jugements prospectifs qu'on fait avant la tâche, soit pendant la tâche ou après la tâche. Sauf qu'en mémoire de travail, le faire pendant la tâche, c'est un peu compliqué. Et donc, et récemment, Robbie et collaborateurs ont observé que les jugements rétrospectifs de confiance, c'est-à-dire les jugements métacognitifs faits à la fin, sont plus utiles pour reconnaître, pour mieux se rendre compte de quels sont les systèmes qui n'ont plus besoin des ressources, qui n'ont plus besoin d'être réétudiés pour mieux les encoder. Et ça va dans le sens des Nelson et Arens. Et plus récemment, j'ai eu une discussion avec Jérôme Sacour, à qui je remercie énormément, parce que dans un papier qu'il n'a pas encore publié, il propose que le simple fait de demander les gens de se auto-évaluer va altérer la tâche, sans forcément passer par le niveau méta. Du coup, le simple fait de monitorer, le simple fait de te demander une auto-évaluation, ça change la tâche, et donc on aura un impact de la performance de premier ordre. Donc, sur la métamémoire de travail, ce qu'on a observé jusqu'à là, c'est que les gens sont capables de vraiment auto-évaluer la mémoire de travail avec beaucoup de précision, mais il y a très peu d'études qui mettent en évidence si ces jugements ont un impact ou pas. Donc là, vous avez quelques exemples de papiers qui montrent cette métacognition sur la mémoire visuelle et l'introspection de la mémoire à court terme, et même au cours du développement, chez les enfants, on commence, enfin, plus tardivement, mais chez les adolescents, on voit cette capacité aussi à bien auto-évaluer la mémoire de travail. Et plus récemment, nous, on a pu observer ça dans une tâche d'un point complexe en manipulant les coûts cognitifs. Désolé pour la petite pub, mais ça fait de mal à personne, je pense. Donc, ça, OK, les gens peuvent auto-évaluer leur mémoire de travail, c'est bien, mais à quoi ça sert? C'est une des questions. Et de manière plus opérationnelle, est-ce que les jugements métacognitifs sur la mémoire de travail l'impactent ou pas? C'était ça la question de recherche. Pour répondre à cette question, on a utilisé une tâche d'un point complexe classique dans laquelle les participants devaient maintenir une série de lettres, de 6 lettres, et entre chaque lettre, il y avait 6 chiffres à traiter. C'est-à-dire, les participants devaient dire si les chiffres étaient impair ou pair. Et ensuite, deuxième lettre, ils devaient dire about, retenir, et comme ça, jusqu'à pouvoir maintenir ces lettres. Ensuite, il y avait une tâche de rappel libre. Les participants étaient censés la consigne, c'était de rappeler ça dans l'ordre. Et la nouveauté ici, c'est que soit les participants effectuaient des jugements rétrospectifs de confiance item par item, en répondant à la question à quel point vous êtes certain que la lettre est apparue et que vous l'avez rappelée à la bonne position, ça, lettre par lettre, ou bien ils devaient répondre à des questions non métacognitives, on a appelé ça des faux jugements ou sham judgment, et dans lesquels les participants devaient répondre à des questions comme quel est le pourcentage de la population états-unienne ou française qui a un prénom qui débute par cette lettre, et ça, lettre par lettre. L'étude numéro 1, on l'a fait sous un paradigme intersujet. On a travaillé avec 149 participants. Et donc, les premiers groupes, c'était les groupes expérimentaux, qu'on a appelé ça RJC. Ce n'est pas du branding, c'est Retrospective Judgment of Confidence. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, la tâche d'un point complexe, plus les jugements de confiance item par item. Ensuite, 49 participants ont rejoint les groupes contrôle actifs qui ont effectué la tâche d'un point complexe et les jugements non métacognitifs, ou les questions non métacognitives. Et un groupe contrôle passif qui a tout simplement effectué la tâche de mémoire. Donc, comme condition sine qua non, pour pouvoir évaluer les effets des jugements métacognitifs, il fallait trouver une forte association entre la confiance et l'état du rappel, c'est-à-dire une réponse correcte ou incorrecte. Et nous, on a utilisé 2 mesures de mémoire de travail, une mesure un peu plus flexible, qu'on a appelée ça rappel item, où
on allouait un point pour chaque lettre rappelée, indépendamment de l'ordre. Et donc, dans ces graphiques-là, vous avez cette association entre la confiance et le rappel. À ma gauche, il y a les réponses incorrectes, ensuite les réponses correctes. En bleu, vous avez les réponses au jugement de confiance. On voit bien que les bonnes réponses ou les réponses correctes vont susciter plus de confiance. Ça veut dire que les participants peuvent repérer quelles sont les bonnes réponses. Et en rouge, vous avez les questions, les réponses à l'échelle non métacognitive, qui n'est pas du tout associée à la qualité du rappel. On a aussi utilisé une mesure un peu plus stricte de la mémoire de travail. Le rappel strict, c'est le fait d'allouer un point uniquement si la personne a rappelé l'item à la bonne position. Et on observe la même chose, il y a une forte association entre la confiance et le rappel. Ensuite, pour les rappels items, voici la distribution des bonnes réponses. On a 78% de bonnes réponses pour les groupes ayant effectué les Retrospective Judgment of Confidence, 75% pour les groupes ayant effectué les jugements non métacognitifs, et pour les groupes contrôle passif, 74%. Et la différence est beaucoup plus importante quand on voit les rappels stricts, avec 59% versus 51% et 51%. Donc, on a décidé d'évaluer, d'analyser quelle est la probabilité de mieux rappeler en fonction du groupe. Et pour cela, je vous présente ici les codes de contraste, et ça répond à nos hypothèses. La première hypothèse, c'était, la première question, c'était savoir si l'effet d'inclure une échelle allait altérer déjà la tâche de premier ordre en question. Donc, on contraste là les deux groupes contrôle actif et passif. Et le contraste numéro 2, et ça compare les deux groupes contrôle ensemble versus les groupes expérimentaux. Et ce sont des contrastes orthogonaux, il suffit tout simplement de pivoter le tableau pour les voir. Donc, les probabilités. Pour les rappels items, là, c'est le premier contraste. Ça, c'est la comparaison entre les deux groupes contrôle, actif et passif. Il n'y a aucune différence, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est le contraste numéro 2, qui compare les deux groupes contrôle versus les groupes expérimentaux. Et là, on a une différence assez importante, avec un odd ratio de 39, 1,39, donc les participants ayant effectué les jugements rétrospectifs de confiance ont 39% plus de chances de rappeler plus d'items. Sauf que, attention aux intervalles de confiance, ça touche presque 1, donc un peu limite, mais bon, c'est significatif. Et donc, voilà les hautes ratios. Pour les rappels stricts, on observe le même pattern, pas de différence entre les deux groupes contrôle. Une belle différence entre les deux groupes contrôle et les groupes expérimentaux, avec un odd ratio de 1,66, donc il y a 66% plus de chances de rappeler le système à la bonne position. Donc, on s'était dit, OK, le rappel est amélioré, le rappel est impacté, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la tâche distractrice ou la tâche secondaire? Probablement, il y a eu un trade-off, probablement, les gens qui ont effectué le jugement métacognitif ont négligé la tâche parce qu'on les interrogeait uniquement sur la tâche de mémoire. Donc, on est allé regarder la précision à la tâche secondaire, mais non. Et les participants ayant effectué les jugements métacognitifs n'ont pas négligé cette tâche, ont été même meilleurs. Et sur les temps de réaction, il n'y a aucune différence non plus. Et voilà. Donc, on a décidé de refaire cette expérience, mais sous un paradigme intra-sujet, avec 76 participants, et on a présenté les tâches par bloc de 9 séries. Donc, il y avait un bloc RJC, avec la tâche d'impact complexe et les jugements métacognitifs, et un bloc avec la tâche d'impact complexe et des jugements non métacognitifs, et évidemment, tout ça contrebalancé. Au niveau de la précision métacognitive, pour les rappels items, on a trouvé la même chose, le même pattern, c'est-à-dire une forte association entre confiance et rappel. Pour les rappels stricts, également. Au niveau des rappels items, ici, la différence disparaît. Et on est à 78 versus 77. Mais pour les rappels stricts, la différence est là, 56% de bonnes réponses pour les blocs RJC versus 43% de bonnes réponses pour les blocs
des faux jugements. Et si on regarde le rappel item, voilà, sans surprise, il n'y a aucune différence là-dedans. Et avec une notation de 1,23, mais un fort intervalle de confiance. Mais pour le rappel strict, on obtient à nouveau cette différence entre les jugements non métacognitifs et les jugements métacognitifs, avec un 23% plus de chances de mieux rappeler les items, de les rappeler dans l'ordre quand on fait les jugements de confiance. Et en regardant la tâche secondaire, pareil, il n'y a pas de négligence de la tâche secondaire quand on effectue les jugements métacognitifs, au niveau de la précision et au niveau du temps de réaction. OK. Du coup, pourquoi est-ce qu'on s'améliore? Est-ce que c'est plutôt l'encodage? Est-ce que la tâche a changé? Ça, c'est une question un peu supplémentaire. Et donc, comme j'aime bien les analyses exploratoires, je suis allé regarder les positions sérielles. Et ce qu'on trouve, c'est ça. Et sur les ordonnées, vous avez les proportions des bonnes réponses par position sérielle. Donc, et les trois groupes. Ce qu'on voit, c'est que l'effet des jugements métacognitifs disparaît dans les deux, s'atténue et pratiquement disparaît dans les deux dernières positions sérielles. Et on voit aussi en intra. Pareil. Même en intra, l'interaction n'a pas été significative, mais on voit bien le pattern. Donc ça me fait penser, et moi, les idées que ça me suscite, c'est que peut-être les gens, ou peut-être les jugements rétrospectifs de confiance aident les gens à se rendre compte de l'effet de récence, et donc ils vont allouer plus de ressources au système de milieu, ou ils vont changer de stratégie mnésique pour mieux rappeler les systèmes de milieu. C'est ça une des explications que j'ai trouvées. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que souvent, quand on... c'est bon? OK. OK, on va regarder les réponses que vous avez émises pour les prédictions. C'est ça, Inès? OK. Donc là, pourquoi ça ne s'affiche pas? Comment je vais faire? Ah oui. Pardon. Donc ça, c'est les moyennes par position sérielle. Vous, psychologue et connaisseur de la mémoire et de l'effet de récence et des primautés, vous arrivez bien à prédire que les derniers items vont être bien rappelés. Mais, comment je fais? J'ai pas envie de foirer. Attends. Je ne sais pas comment revenir à ma diapo. Ah, OK, là. Mais, quand on demande aux gens qui n'ont pas fait des études en psycho, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la mémoire, souvent, ils disent ça. Quand on leur dit à quel point... pardon. Et imaginez que vous devez apprendre une série d'items, à quel point vous croyez que vous allez rappeler la première, deuxième, cinquième, etc. Donc les gens, en soi, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un effet de récence. Donc, c'est possible que les jugements rétrospectifs de confiance aident à se rendre compte de ça. Donc, Nelson et Arens versus ça, je ne sais pas. Parce qu'il faut aller regarder aussi s'il n'y a pas un trade-off au niveau de la récupération. C'est-à-dire, peut-être que c'est quelque chose de l'encodage. Peut-être qu'il y a un processus là au niveau méta, un changement de stratégie. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est tout simplement un truc au niveau de quelque chose, un phénomène au niveau de la récupération, où les gens, je ne sais pas, se mettent à taper les derniers items et ensuite les restes. Donc comme ça, ils gagnent 2 points. Mais pour ça, il faut faire des analyses un peu plus fines sur les temps qu'il met à rappeler, à récupérer chaque item. Et je ne suis pas encore là. Donc, en conclusion, ce travail a des implications théoriques parce que, grosso modo, l'étude rejoint les corps de données qui soutient cette idée qui est de voir la métacognition comme cette flux d'informations, au moins partiellement.
Et ça permet aussi de questionner la conceptualisation des limites de la mémoire de travail, ce que j'avais évoqué au tout début. Est-ce qu'on peut définir les limites de la mémoire de travail en termes de nombre d'items qu'on encode ou en termes plutôt de qualité de l'encodage? Et des implications pratiques parce que je sais que dans plusieurs établissements scolaires en France, il existe cette pratique de s'auto-évaluer, de faire que les étudiants s'auto-évaluent. Et les données encouragent plutôt ces pratiques parce que ça permet vraiment d'impacter la performance de premier niveau et de s'améliorer. Et l'étude aussi permet de considérer la possibilité de rajouter une tâche métacognitive dans les programmes de stimulation de mémoire de travail. Parce que, so far, quand on veut stimuler la mémoire de travail dans les programmes de stimulation cognitive, il consiste tout simplement à faire des études, à faire des exercices qui se répètent encore et encore. Donc, ajouter une petite tâche métacognitive, ça pourrait être pas mal. Et merci beaucoup.